Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été pendant 16 ans le chauffeur et le garde du corps de Johnny. Vous avez choisi d'être également un gardien de sa mémoire en racontant celui qui aurait eu aujourd'hui 80 ans, ou plutôt 4 fois 20 ans, et 20 ans 4 fois plus aucune. Bonjour Patrick Roussel. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez pendant 16 ans été dans le fil de Johnny Hallyday, vous ne l'avez pas quitté pendant 16 ans, et vous publiez ce livre, tout le monde l'appelait Johnny, chez Mareuil Éditions, et aujourd'hui, il aurait eu 80 ans de Johnny, et on va donc parler de ce livre et de Johnny, et surtout de l'angle que vous avez choisi, parce que vraiment, on apprend dans ce livre des choses qu'on ne sait pas, et on va expliquer tout à l'heure pourquoi vous avez fait ce livre. Alors, le principe des clés d'une vie, ce sont 4 dates, et la première que j'ai trouvée, Patrick Roussel, à propos de Johnny, c'est le 17 février 1997. Il chante au Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. Et c'est votre première rencontre. Oui, c'est la première rencontre, effectivement, se fait au stade de Vélodrome de Baie-Mahault, où je vis à ce moment-là. Et mon employeur de l'époque me désigne, qui avait organisé le concert, me désigne chauffeur. Voilà. L'histoire commence là, je pense qu'elle s'arrête là aussi. Au début, moi, je pense qu'elle commence et elle s'arrête là. Voilà. Alors, il se trouve, et on le sent à votre accent, que vous venez d'une ville qui est chère à Sud Radio, c'est Toulouse. Vous avez grandi à Toulouse ? Oui. Je suis né et grandi à Toulouse, oui. Et vous avez ensuite eu différents métiers avant de devenir chauffeur garde du corps. Absolument, oui. Vous avez, je crois, travaillé Je suis électricien de formation, voilà. Je travaille dans l'électricité, j'ai travaillé à la mairie de Blagnac, à la mairie de Toulouse, avant de décider de partir dans les îles. Là-bas, j'ai fait divers emplois, un peu d'électricité aussi, avant de basculer sur la sécurité. Voilà, donc ce jour-là, il y a une chose très importante, vous mettez la clim dans la voiture, et ça va changer votre destin, Patrick Roussel. Oui, alors quand je la mets, au début, je suis en stress, parce qu'en fait, j'ai la voiture qui est pleine de buée. Et j'ai dit, s'il arrive et que c'est comme ça et que ça marche pas, que je suis obligé de la couper, ça va pas le faire. Et par bonheur, j'ai réussi à régler le truc. Voilà. Et il y a Johnny et Laetitia dans la voiture qui ne disent pas un mot. Non, ils sont pas encore dans la voiture. C'est quand je prépare la voiture que je suis là, que je suis en stress. Quand ils arrivent, j'ai réglé mon souci. Mais ils débarquent d'un avion, ils ont fait un long voyage, c'est un peu compliqué. Ils sont pas, ils me connaissent pas. C'est pas très ouvert. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose dans la voiture. Il y a un souvenir, je crois, de cette époque. Il a voulu croquer dans un piment, Johnny, et on s'est retrouvé dans un film de Tex Avery. Oui, parce qu'il était violent, le piment. Parce qu'il adorait ça. Hein. Oui. Il adorait tout ce qui était épicé, tout ça, il adorait ça. Donc du coup, il a croqué dedans, mais ils étaient vraiment puissants. Et oui, pendant 10 minutes, il rigolait plus. Là. Voilà. Et il adorait aussi certains combats, et vous l'avez amené à un combat théoriquement interdit, une présentation clandestine de combats de coqs contre des mangoustes et des serpents. Oui. C'est plus ou moins clandestin aux Antilles, ça se fait encore, mais voilà. Et grâce à un contact que j'avais là-bas, on a pu aller faire ça. Et c'était génial, quoi. Et Johnny adorait ça. Oui, on avait passé un bon moment, et puis en plus, on était tranquille, en fait. Personne ne l'embêtait, ni rien, donc c'était vraiment bien, quoi. Voilà. Et il se trouve que ces combats, il y a eu aussi une époque des combats de coqs en Espagne, et c'est comme ça qu'un jeune garçon qui s'appelait Joseph Oller a eu l'idée, quand il est venu à Paris, de faire le même principe que là-bas, c'était des paris sur les combats de coqs, de faire le pari mutuel. Et c'est comme ça, qu'à cause des combats de coqs, que le pari mutuel est né. Ok. Alors, il se trouve que quelques temps plus tard, Johnny vous rappelle. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, c'est pas tout à fait lui qui m'appelle, c'est son responsable sécurité, le responsable sécurité des productions Camus, Monsieur Jimmy Refas, donc, qui m'appelle et qui me dit, va te présenter, il cherche quelqu'un, voilà. J'y suis allé, et puis... Le surlendemain, vous avez commencé. Oui. Vous avez rencontré Johnny, je crois qu'il se réveillait à peine. Oui, parce que c'était pas un lève-tôt. Voilà, donc je me suis présenté, je l'ai vu, on a bu un café, on a discuté un petit peu. Il y avait Laetitia également. Voilà, et j'ai commencé essentiellement avec elle parce que lui était en tournée en fait. Il venait de temps en temps, il faisait des allers-retours à Paris, donc là je le prenais aussi en charge. Et ça a commencé comme ça. En fait, j'ai commencé de juin 99 jusqu'à septembre 99. On va dire en gros que j'étais en période d'essai avec Laetitia. On va dire ça. Et au 1er septembre, j'ai commencé officiellement en tant que salarié de Johnny Hallyday. Voilà. Alors Laetitia, c'était pas facile à gérer parce que on a toujours dit que Johnny était en retard à ses concerts. Laetitia, c'était un peu pareil, toujours 1 heure de retard.
Oui, bon, alors, quelle femme n'est pas en retard? Ouais. Oui, non, ne disons pas ça. Les femmes sont merveilleuses et toujours à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais, Mais oui, effectivement, elle avait un petit peu cette faculté à être en retard, mais bon. ouais. Alors, surtout si Johnny a pensé à vous, est-ce que finalement le fait d'avoir mis la clim dans la climatisation dans la voiture n'a pas été une chose bénéfique pour vous? Alors effectivement, s'il n'y avait pas eu de clim dans la voiture, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, parce que il fallait la clim partout. Bah, même un jour à Deauville, je crois qu'il a quitté une manifestation importante. Ouais, là, et c'est là que j'ai commencé à comprendre réellement pour qui je travaillais, pour que j'ai compris que ben, ça allait être rock'n'roll en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à Deauville? Il avait trop chaud. Oui. À l'hôtel, parce qu'il n'y avait pas de clim dans les chambres. Et donc, du coup, il a décidé de quitter Deauville avant la cérémonie protocolaire avec tous les invités qu'il y avait là, du festival du film. Voilà. On devait inaugurer une suite Johnny. Oui, c'est ça, oui. Et il est parti. Oui, il est parti. C'est pas facile à gérer. Il a ça. inauguré la suite. Oui. Ça a été fait. Oui. Par contre, après, tout le reste du festival, ça, c'est pas fait. Bon. Alors, il se trouve que travailler avec Johnny, c'est presque travailler de 9h du matin à 1h du matin. Oui, c'est une grosse amplitude horaire, oui, effectivement. Ouais. Parce que Johnny se lève parfois à midi, mais se couche très tard. Oui. Ouais, et puis, alors, il y a des grosses amplitudes horaires journalières et des grosses semaines. Voilà, c'est-à-dire C'est-à-dire que des fois, on peut faire 7-7, même 15-15. C'est pas un problème. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la journée, Johnny? Il va toujours quelque part? Il avait, alors, en période, quand il y avait des préparations d'albums ou de tournées, bon, ben là, il y avait forcément la partie musique qui rentrait donc, dans le planning. Sinon, après, c'était essentiellement des déjeuners. Voilà, il allait faire des déjeuners, pas mal de courses. Il aimait bien faire du shopping, il aimait bien s'habiller quand même. Ouais. Il avait quand même un côté un peu dandy quand même. Enfin, il aimait bien ça. Hein. Et après, sinon, non, il aimait bien quand même rester chez lui, dans son bureau, surtout après à Mar-de-la-Coquette, depuis Mar-de-la-Coquette, en fait, où il avait vraiment son bureau, sa télé, son ordinateur. Il aimait bien être tranquille quand même. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est quelqu'un qui était assez solitaire parfois. Oui, moi je l'ai vu très souvent dans son bureau, bien tranquille. Et franchement, là, il donnait l'impression d'être bien. Et le soir, il se couchait tard parce que il surfait sur Internet d'abord. C'est-à-dire que très souvent, il y avait quand même des dîners. Et puis après, ouais, beaucoup de télé aussi. Ouais. Beaucoup de télé, beaucoup l'ordinateur, mais beaucoup de télé. C'était un gros passionné. Il avait une grosse collection de films à Mar-dans-la-Coquette, dans sa salle de cinéma. Et puis, voilà, il avait tous les abonnements à toutes les chaînes qu'on peut avoir pour avoir tous les films. Et oui, beaucoup de films, beaucoup de télé. Mais surtout, le décor de la salle de cinéma était très particulier, Patrick Roussel. Ouais, ça me faisait penser à la dernière séance d'Eddie Mitchell. Voilà, la salle de cinéma était un peu dans ce style-là. Ouais, ben, Eddie était son plus vieil ami, donc il s'en était inspiré. D'ailleurs, cette dernière séance, on a un peu oublié. Au départ, Eddie Mitchell était fou de rage parce que on ne voyait plus au cinéma les films qu'il aimait, les films américains. Il demande l'autorisation de faire une soirée à Paris dans un cinéma avec ses films. Il la présente à minuit et ça marche tellement que ça va devenir une émission pendant 18 ans. Ouais. Celle-là, l'histoire, je ne la connaissais pas. et je crois qu'il avait un fournisseur pour ses DVD très particulier, Johnny. Alors, à une époque, il a jeté beaucoup dans une boutique dans le 16e, puisqu'il s'est débrouillé pour avoir les CD en avance. Tout Voilà. à fait, les DVD en avance. Voilà, et donc son truc c'était ça, c'est l'avoir avant tout le monde, ce qui en fait, voilà, c'est ce qui était bien. Mais pourquoi? Parce que lui, il arrivait à avoir les films aussi en version originale. Et il y regardait avec passion, car sa vraie passion de Johnny, c'était le cinéma. Il adorait ça, oui, effectivement. Il adorait regarder les films et il aimait jouer aussi. Et je crois même que l'argent n'avait pas d'importance quand il faisait du cinéma. Ouais, je pense pas que ça a été sa priorité, effectivement, pour faire du cinéma. C'était plus faire du cinéma. Voilà. Sinon, non, effectivement, c'était pas... je pense qu'il pouvait faire des efforts au niveau de son cachet pour pouvoir faire un film. Ouais, ça le passionnait plus que tout. Il y a même eu un jour à Berlin une projection à laquelle vous êtes rendu avec lui, c'était Love Me. Oui. Oui. Et... Et j'ai été surpris parce que c'était pas prévu. Le film, la projection a commencé,
Mais habituellement, c'est pareil. Donc, normalement, les comédiens passent sur la scène pour se présenter, dire bonjour. Et là, il m'a tapé sur la cuisse, il m'a fait signe qu'on partait. Et on est parti. De Berlin directement? Oui, direct. Voiture avec chauffeur, aéroport, jet et maison. Et comment ça se fait? Je ne vous posais pas de questions. Hein. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup au départ quand vous l'avez connu? Non, non, non. C'est quelqu'un qui est quand même assez réservé. Honnêtement, c'était un timide. Oui. Voilà. Timide et pudique en même temps. Et voilà, ça je le dis, en fait, c'était assez paradoxal d'être timide et faire des spectacles de la taille qu'il faisait. Et quand on est timide et se retrouver devant 60 000 personnes, voire à la Tour Eiffel, beaucoup, beaucoup plus. 1 million de personnes. C'est paradoxal quand même. Oui. Mais c'était Johnny. Voilà, c'était lui. Eh ben, on va continuer à parler de lui justement à travers une autre date qui se rapporte à la Tour Eiffel, le 12 juin 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel pour parler de Johnny Hallyday qui aurait eu aujourd'hui 80 ans. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Roussel, auteur de Tout le monde l'appelait Johnny chez Mareuil Éditions. Vous avez été le chauffeur et le garde du corps de Johnny. Et je crois d'ailleurs que ça vous fait drôle d'aller dans les studios de Sud Radio parce que d'habitude, vous y alliez, mais de l'autre côté du micro. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis arrivé devant le bâtiment, je me rappelais avoir amené l'artiste à l'époque dans ces mêmes bâtiments. Et aujourd'hui, venir, pardon, pour moi, ça, je trouve ça bizarre. Enfin, voilà, ça me fait une sensation étrange, je ne le cache pas. Alors, vous avez donc connu Johnny, vous publiez un livre où vraiment vous racontez le vrai Johnny, qui aurait eu 80 ans aujourd'hui. Et il y a une date que vous évoquez largement, c'est le 12 juin 2000, ce concert à la Tour Eiffel devant 1 million de personnes. C'était extraordinaire. Oui. Oui, c'est très très impressionnant. J'y repensé tout à l'heure en venant en plus, parce que je me rappelle très bien, il y a eu 2 événements ce jour-là. Il y en a un que je raconte dans le livre, mais il y a eu aussi l'arrivée derrière la scène. On est monté derrière la scène, il y avait un paravent pour cacher l'arrivée de l'artiste, et je sais pas, on a regardé chacun d'un côté du paravent pour voir la foule, et on est repassé derrière le paravent, on s'est regardé, et il m'a fait un signe de la tête pour en dire « Waouh !» Parce que oui, c'était waouh. Enfin, il y avait, c'est impressionnant. Il y avait 1 million de personnes qui attendaient Johnny, ce qui est effectivement est impressionnant. Alors, au départ, ce concert ne devait pas avoir lieu sur la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel, mais aux Champs-Élysées. Il rêvait de ça, puis ça s'est pas fait. Il n'a pas eu l'autorisation, je crois. J'ai entendu parler de ça, effectivement, mais après les détails, là, je connais pas. Voilà, bon, l'important, c'est que ça a eu lieu, et c'est l'époque où il chante notamment cet immense succès. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Alors, je crois que Gabriel était une chanson incontournable, même s'il en avait assez, il était obligé de la chanter, Johnny. Mais il y avait un vrai échange avec le public, là, parce qu'en fait, le fait qu'au moment donné, c'est que tout le public croise les bras et les lève, enfin, croise les poignets et les lève la main, en l'air, c'était voilà, ça faisait vraiment le show, c'était vraiment bien, quoi. Il y avait un échange. Alors, quelques semaines avant ce concert à la Tour Eiffel, il vous demande quelque chose, de lui trouver un véhicule utilitaire tout-terrain qui s'appelle le Hummer. Oui. C'est un truc américain, ça. Oui, à la base, c'est un véhicule de l'armée américaine. Oui. Il est à Los Angeles en répétition. Il m'envoie un message d'abord, puis après, je crois qu'il m'appelle. Et il me dit, je voudrais ça. Et je dis, mais dans ma tête, je dis pas non, hein, parce que je sais pas, je dis rien. Et la chance a voulu que, voilà, le hasard a fait que j'ai trouvé un concessionnaire dans le 15e. J'ai regardé un magazine, je tombe sur un magazine, je tourne, il y a un magazine qui fait la pub, j'appelle, il en a un dispo. C'est, voilà, la chance, l'étoile. Résultat, et ce Hummer, il l'a utilisé souvent pour ses concerts, Johnny. Ouais, et notamment donc pour la Tour Eiffel, évidemment. D'ailleurs, à un moment, il y a eu un jour un problème avec ce Hummer. Il y avait quand même beaucoup de monde devant lui. Il l'a quand même remarqué. C'est-à-dire que vous racontez dans le livre qu'il vous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce Hummer? Oui, c'est-à-dire que, justement, pendant le concert à la Tour Eiffel, j'avais mis le véhicule derrière la scène pour être prêt à partir. Moteur allumé, portière fermée pour la clim, et toujours la clim. Et... sauf que j'ignore pourquoi, soit le feu d'artifice et vibrations ou le système électronique, l'ouverture s'est verrouillée et on ne pouvait plus ouvrir. Donc on a réussi à ouvrir avec des collègues, on s'est débrouillé. À ce moment-là, lui, il était dans sa loge rapide derrière, il se changeait. Mais
Et quand il est monté dans la voiture après le spectacle, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ma voiture? Et là, je me suis dit, mais il chante devant 1 million de personnes, et son souci, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Et je sais pas, il n'est pas normal. C'était un perfectionniste. Alors, je me suis demandé pourquoi il avait voulu un Humer. Et ben, je crois que j'ai trouvé parce qu'en fait, il était un fan de la série Les Experts Miami et il y avait un Humer dedans. Ah, ça, je sais pas. Ça, par contre, alors je me rappelle pas à l'époque pourquoi, mais puis, comme il allait régulièrement à Los Angeles pour les répétitions, là-bas, il y en avait quand même. Oui. Donc. Alors, le perfectionniste, justement, moi, je me souviens très bien d'un jour, il y a des années, où je le recevais dans une émission de radio, il est arrivé, il avait son Walkman, il répétait sa chanson. Car chaque fois qu'il y avait une séance, et ça a continué, Patrick Roussel, il se faisait faire un CD à la fin de chaque séance. Ouais. Et il partait donc avec son CD, qui commençait tout de suite, il m'a demandé de le mettre dans la voiture, et on l'écoutait dans la voiture, on rentrait à la maison, souvent très fort. Voilà. Et ensuite, là, après, quand on arrive à Marne-la-Coquette, là, il le remettait en boucle, il écoutait, tout ça. Et comme ça, le lendemain, quand il revenait en studio pour faire une nouvelle chanson, il savait s'il y avait des petites choses à pouvoir rajouter ou à modifier sur la chanson enregistrée la veille. C'est incroyable, ce perfectionnisme. Oui. En même temps, je crois que pour faire une carrière comme la sienne, il faut l'être. Voilà. Alors, il écoutait aussi ses anciennes chansons en voiture et il voyait des images de son look et ça le faisait rire. Oui. Et il disait même qu'il chantait mieux maintenant qu'à l'époque. Oui. Moi, je ne me permettais pas de commentaire. Voilà, non, mais en même temps, il faisait peu de confidences, mais quand il disait ça, il se moquait un peu de lui-même. C'était un petit peu d'autodérision, mais ça, il savait faire. Hein. Ça, oui, il adorait. Oui, oui. Alors, il ne chantait jamais le matin, Johnny. Très peu. Très peu, non. C'était. Non. Il n'était pas du matin. Ouais. Non, mais le soir, ça finissait très tard. Et surtout sur scène, et vous le racontez, notamment à partir d'un exemple au Liban, Patrick Roussel, Johnny tenait à être le plus près possible de son public. Oui. Ouais, ouais. Oui, je vois. Il aimait bien avoir le public là devant la scène pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, parce qu'en fait, voilà, lui, c'est la scène, c'était échanger avec le public, c'est ce qui est normal. Et effectivement, au Liban, les militaires qui s'occupaient de la sécurité de l'endroit ne voulaient pas que le public avance devant. Il y avait une fosse qui était vide. Et là, il y a eu donc Monsieur Camus, qui était le producteur à l'époque, le tourneur à l'époque, a fait le forcing pour faire avancer le public avec les militaires. Et la situation a été extrêmement tendue, vraiment tendue, jusqu'à ce qu'effectivement, comme je le dis dans le livre, il y a une dame, j'ignore toujours et j'ignorerai toujours qui c'était cette dame qui a levé la main pour dire « OK ». Et le militaire s'est reculé et tout s'est arrangé. Sinon, là, ça... Voilà, sinon je pense qu'on allait goûter avec M. Camus à la prison au Liban et ça allait pas être sympa, quoi. C'était pas terrible. Alors il y a eu aussi une scène mémorable dont vous avez été le témoin, Patrick Roussel, à Saint-Étienne, il est rentré en scène en disant bonsoir Clermont-Ferrand. Oui. Ouais, mais alors, honnêtement, c'est tout à fait pardonnable et c'est tout à fait explicable. Mais moi, au bout d'un moment, quand on fait une tournée, des fois, le matin, j'ouvrais le roadbook où je regardais sur mon calendrier où est-ce qu'on allait le lendemain, parce qu'à force, on ne sait plus. Donc, c'était... voilà. Alors, en plus, il ne pouvait pas vivre sans la scène. On a annoncé en 2009 sa dernière tournée. C'était un coup marketing entre nous. Ou est-ce que peut-être il a eu un coup à ce moment-là, de fatigue et dire j'ai assez chanté, j'en ai assez, je vais faire différemment, peut-être. Oui. Je pense que l'envie de faire différemment, il avait dû l'avoir, mais c'est reparti de plus belle après. Bien sûr. Et même à la fin de sa vie, il s'économisait par des solos de ses musiciens en plus. Oui, ça c'est ce qu'on avait remarqué en fait. Pour s'économiser lui-même, en fait, il faisait participer davantage les musiciens. En fait, il leur laissait un peu plus de solos, un peu plus de ce qui. Mais il avait quand même une faculté de récupération quand même assez hors norme. Voilà. Alors, il y avait une chose particulière que vous avez appris en travaillant avec Johnny, Patrick Roussel, c'est conduire très vite. Oui. Ça, les limites de vitesse, c'était pas son truc. Non, il fallait du point A au point B, il fallait le faire le plus rapidement possible. Et surtout,
c'était ne pas être pris dans les bouchons. Aujourd'hui, je sais pas, ça serait compliqué. Oui, exactement. Mais voilà, il fallait que ça roule. Même si toutefois on roulait pas vite, mais au moins rouler. Voilà, pas rester à l'arrêt, là, dans les bouchons et tout ça. Mais après, oui, dès qu'on prenait la route, il fallait rouler. Voilà. D'ailleurs, lui, il revenait en avion privé, il fallait arriver avant lui en voiture. Ouais, ça c'était le début. Mais c'était pas trop un souci. S'il me laissait le temps nécessaire et légal de faire la distance, il n'y avait pas de souci. Sauf que des fois, il s'amusait à retenir un petit peu et moi je partais, j'étais à la limite, quoi. Il a été votre chauffeur pendant 10 jours aussi, Johnny. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est quand même la classe ou pas? Oui. Toujours pareil, en roulant un petit peu trop vite sur le périphérique, je me suis fait enlever le permis. Oui. Et donc, du coup, pendant 10 jours de retrait que j'ai eu, c'est lui qui m'a conduit. Sauf pour les créneaux. Oui, non, c'est pas son truc. Ça, c'est étonnant. Il ne savait pas faire des créneaux, Johnny? Je crois qu'il avait surtout pas envie. Ah bon? De faire des manœuvres et tout ça, c'est pas son truc. Non, C'est pas son truc. il était très, très tranquille comme ça, en conduisant très vite, avec des Ferrari qui l'amusaient un temps. Oui, c'était... oui, il adorait les voitures, il adorait acheter des voitures, et effectivement, comme la Ferrari, on a roulé un petit peu avec, et puis après, elle bougeait plus. Voilà. Et après, elle bougeait plus. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit revendue. Et c'était... pourtant, c'était... Je sais pas... Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, la voiture était garée là, et j'étais, moi, obligé de la prendre, comme je dis, pour la faire rouler, pour qu'elle puisse rouler un petit peu, pour débloquer les freins. J'allais acheter le pain, avec la Ferrari. Ça aussi encore, c'est quand même spécial, quoi. Ouais, c'était Johnny, dont on va continuer à parler à travers une autre date qui aurait pu être tragique, le 14 décembre 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Roussel, chauffeur et garde du corps de Johnny pendant 16 ans. Et aujourd'hui, Johnny aurait eu 20 ans et 4 fois plutôt qu'une. Et vous le racontez à votre façon dans Tout le monde l'appelait Johnny chez Mareuil Éditions. Et vous évoquez notamment une date importante, le 14 décembre 2009, où ce jour-là, vous avez vécu un miracle à l'hôpital de Los Angeles. C'est-à-dire qu'il est sorti du coma artificiel. Oui. Je me rappelle plus exactement combien de jours il est resté. Je crois que c'est 9 jours dans le coma, quelque chose comme ça. Mais pour ça, je suis plus sûr. Mais effectivement, quand il est sorti, ça a été un miracle. Franchement, c'était génial. Il est sorti comme ça, il s'est réveillé à un moment. Non, c'est-à-dire que ce sont les médecins qui petit à petit l'ont fait sortir, l'ont fait revenir, parce que donc ses fonctions étaient à nouveau stables. Et alors ça a été génial parce que donc il revenait, et il pouvait à nouveau communiquer. Et mais a commencé une partie quelques jours un peu compliquée parce que on met pas Johnny à l'idée, même dans un état très faible, dans un lit coincé. Oui. Non. Et ça, il pouvait pas. Et ça a été un peu compliqué de le faire rester dans ce lit-là, surtout en réanimation. Après, quand on a changé, c'était un peu plus soft. Il se levait la nuit, il voulait sortir. Il essayait, ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là? Non, je l'interdisais. C'était pas facile quand même. Non. Mais un jour, il m'a dit très clairement, c'est qui votre patron? C'est le docteur ou moi? Oui. J'ai dit, c'est vous, mais vous n'allez pas sortir. Voilà. Et vous avez goûté. Et oui. Non, mais en plus, il détestait ça. Il y avait une télévision toute petite, ça l'intéressait pas. Ouais, et ça, c'est ce que... Ah ben oui, lui qui en plus était un fou de grands écrans, il avait des écrans partout géants dans ses maisons, et là, on se retrouve où il y a un écran d'ordinateur, comme télé, presque. Et non, mais bon. Alors, il y a aussi une chose, on a raconté, c'est une légende à laquelle vous mettez un terme, Patrick Roussel, qu'il avait chanté Love Me Tender en se réveillant. Moi, la première chanson que j'ai entendue chanter, effectivement, il me l'a chantée, comme ça, là, en face. J'étais penché au-dessus de lui, dans son lit, j'étais penché au-dessus de lui, et il m'a chanté « Il pleut, bergère ». Et moi, en rigolant, je lui ai répondu « Moi, je préfère le soleil brille ». Voilà, parce que j'aime pas la pluie. Et voilà, on a souri comme ça, parce qu'encore, là, il rigolait pas à gorge déployée à ce moment-là, hein. Voilà, c'était juste, en fait, il avait besoin de se rassurer sur sa voix, quoi. Voilà. Ah, mais il pleut bergère, c'est quand même étonnant comme chance. Pourquoi j'en sais rien, je sais pas.
Toujours pareil, j'ai jamais posé de questions. Hein, ouais. Alors, il faut savoir que Johnny a quand même eu une santé de fer, parce que vous l'avez vu fumer jusqu'à 3 paquets de gitane par jour, sans filtre. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Énormément. Je sais pas comment on peut faire ça. et je l'ai vu quelquefois allumer une cigarette avec l'autre. Hein. Oui, mais c'est hallucinant, surtout dans les endroits interdits. Oui. Vous avez vécu quelques moments difficiles aux États-Unis? Oui. Ouais. Et surtout que là-bas, oui, alors ça c'était pendant la route 66. Quand on a fait ça, c'était quasiment le premier jour. Et donc on était avec le groupe d'amis qui faisait la route 66 avec lui. Et il a fumé, il a allumé une première cigarette, le serveur est venu l'arrêter, une deuxième, le serveur est revenu l'arrêter. Et à la troisième, là j'ai vu qu'il appelait son manager et j'ai dit là, on va avoir un souci. Sauf que personne n'osait lui dire il faut arrêter. Donc à un moment donné, j'étais là pour ça, pour éviter les soucis. Et donc j'ai dû aller lui dire. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que je faisais, que je me déplaçais comme ça, que j'allais lui dire, que j'allais moi lui interdire de faire quelque chose, je m'attendais à la foudre quoi quand même, hein, parce que c'était Johnny Hallyday, c'était mon boss, et puis il m'a dit mais ok, bon, on s'en va. Ouais, super. Super, on s'en va. Il y a eu aussi un autre incident dans les coulisses de Star Academy face à Chris Brown, je crois. Ouais. Oui, là ça a été, oui. Mais il a été seigneur là, ce jour-là. Il s'est mis à fumer alors que c'était interdit. À l'époque, on pouvait fumer. Oui. Sauf que Chris Brown, lui, ne supportait pas la fumée. D'accord. Voilà. Donc, le garde du corps, qui était une montagne, il a voulu lui prendre la main pour l'interdire de fumer, parce que Chris Brown se trouvait là. Donc moi, j'ai bloqué ce garçon. Il s'est tourné, il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut? Et donc je lui ai dit, il veut que vous arrêtiez de fumer, et moi j'aimerais que vous continuiez, parce qu'en fait ils voulaient faire leur loi, et ça me dérangeait en fait. Ça c'était perso par contre. Et il a été seigneur avec moi en fait, parce qu'en fait il a continué à fumer sa cigarette. Et ensuite il s'est tourné vers Chris Brown et il lui a dit, j'arrête pour toi mais pas pour eux. Parce qu'ils étaient deux. Voilà, mon binôme à l'époque, Jimmy, enfin, lui il s'était mis en face d'un, moi en face de l'autre, et on a dit ça va être chaud. Et puis ça s'est arrêté là. Mais il avait été seigneur, franchement. Moi, je me souviens de Francis Blanche qui un jour fumait sa pipe dans les coulisses d'un théâtre, c'était interdit. Le pompier de service tente de l'arrêter et Francis Blanche lui dit en le regardant droit dans les yeux, si vous n'aimez pas la fumée, il faut changer de métier, mon vieux. C'était assez drôle. Ouais, mais... Alors, il y a eu aussi l'alcool. Alors, on a raconté beaucoup de choses sur l'alcool, on ne va pas y revenir, mais surtout, il a essayé d'arrêter l'alcool et vous l'avez aidé parce que vous avez voulu remplacer le vin blanc par le Bourgogne, Patrick Roussel. Le vin blanc par le vin rouge en général et des bons crus. Voilà, parce que ça se boit différemment en fait. Et c'était pendant une tournée en fait, voilà. Et donc pendant pas mal de temps, il a fait ça et c'était vraiment très agréable pour lui et même pour nous, du coup, parce que on finissait les soirées beaucoup plus calmement. C'était vraiment bien. C'était voilà, je pense qu'il y avait que le trésorier de la tournée qui devait moins apprécier parce que ça coûtait beaucoup plus cher. Mais bon, après. Mais par contre, il a fait ça pendant quelques temps et c'est vrai que c'était beaucoup plus soft les soirées. Oui, et effectivement, il a recommencé à avoir ses défauts. C'est vrai que moi, certains soirs, effectivement, à table, je l'ai vu assez fatigué. Mais ce qui est étonnant, c'est que certains disaient alors du mal de lui, mais il n'oubliait pas malgré sa fatigue. Même s'il pouvait être un peu fatigué, il entendait, il voyait tout. Et il s'en rappelait le lendemain, contrairement à ce que certains pouvaient penser. Oui, parce qu'il y avait une cour. Et moi, j'ai connu une époque, notamment à Élysée-Matignon, où jeune journaliste, je le retrouvais. Alors, on discutait et je voyais une cour autour de lui. Et je crois qu'il avait trouvé un truc à la fin. C'est-à-dire que je crois que c'était avec vous. Il partait avant la fin du dîner pour ne pas avoir à régler la note. Non. Alors ça, il l'a fait... Je me permets de juste apporter une petite correction. Il l'a fait pendant la route 66. Voilà. Donc, il y avait un participant qui avait l'habitude d'oublier sa carte. Enfin, voilà. Mon moyen de paiement, c'est quand même très bête. Et donc, du coup, un jour, ça a été l'instigateur du petit truc, du petit stratagème. Tout le monde s'est levé de table en laissant ce monsieur assis, soi-disant sous prétexte d'aller fumer dehors. Ils ne sont jamais rentrés, donc quand l'addition est arrivée, il a bien fallu qu'il
la règle. Voilà. Alors, il y avait les moments où il se retrouvait des forces, notamment à Quiberon, je crois. Il partait faire des cures à Quiberon, et là, c'était des moments tout à fait soft, Patrick Roussel. Oui, oui. Alors, Quiberon, moi, j'y suis allé une fois avec lui. Voilà, et là, il se remettait au vert. Très souvent, dans tous les cas, c'était pour préparer les tournées, pour se remettre bien. Voilà. Et c'est vrai qu'il revenait de Quiberon, il était changé. Et Quiberon, il ne faut pas oublier que c'est Louison Bobet qui avait été soigné après un accident, qui a découvert la thalasso à Roscoff. Et il a dit on va faire la même chose en France. Il a fait Quiberon et il a inventé la thalasso moderne, Louison Bobet, tout en étant un grand champion de cyclisme. Alors, il y avait Depardieu à Quiberon, qui le croisait d'ailleurs. Et Depardieu, vous avez un souvenir très particulier, qui a créé un embouteillage un jour près de Roland-Garros, Patrick Roussel. C'est ça. En fait, ils ont bloqué, on a bloqué la porte d'Auteuil. Et comment ça se Nous, fait on avait le deuxième Hummer, là, à ce moment-là. Gérard Depardieu était en moto, comme très souvent à l'époque. Mais ils se sont vus, se sont reconnus, parce que nous, avec le Hummer, c'était assez reconnaissable. Eh bien, il m'a dit, arrêtez-vous. OK, je me suis arrêté. Au milieu de l'avenue. Au milieu du carrefour, Port d'Auteuil. Gérard Depardieu a mis la béquille à sa moto, il est descendu, il a retiré son casque, ils ont discuté 3, 4 ou 5 minutes, je ne sais pas. Le temps a paru long, hein, parce que quand tout est bloqué autour, ça fait quand même long. Et personne n'a rien dit. Bizarrement. Ils ont reconnu Johnny et Depardieu. Ouais, Johnny et Depardieu, quand même, qui parlent au milieu, ça fait quand même... Et personne n'a rien dit. Si on essaye de le faire là, je pense qu'on va avoir des soucis. Ouais. Alors, il y a aussi une chanson qui a compté dans la vie de Johnny, et cette chanson, justement, est liée au séjour que vous avez fait à Quiberon, Patrick Roussel. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Alors, il faut savoir que cette chanson ne dit, mais Johnny ne sait pas qui est Tennessee Williams. Pas du tout. Quand Michel Berger lui a proposé la chanson, il était en train de lire La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Il était beaucoup plus cultivé qu'on l'imagine. Ouais, carrément, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on l'a fait passer pour ceux qui n'étaient pas trop souvent. Hein. Et vous avez vu cette chanson vraiment à Quiberon, c'est un grand souvenir. À un moment magique. Voilà, lui seul a cappella avec sa guitare, face à l'océan, sur les rochers, franchement, et là, il n'y avait pas un bruit, rien. On l'a refait, c'était juste pour le plaisir, il l'a fait refaire le réalisateur, hein, vraiment, hein, parce que c'était bon au premier coup. Hein. Alors, il y a quand même une chanson qu'il n'a pas beaucoup chantée sur scène, c'est Laura. Laura, c'était la chanson, elle l'adorait, mais là, c'était pas une chanson à chanter, surtout quand Laetitia était dans le quartier. Je ne l'ai jamais entendu la chanter. Voilà, on est d'accord. Parce que Laetitia, il l'a vue en secret. Laura, oui, effectivement, oui. Laura, je veux dire. Laura, oui, Laura, oui, effectivement, il l'a vue il l'a vue en cachette au début. Après, non. Mais au début, quand j'ai commencé, pendant, je ne sais pas combien de temps, mais oui, effectivement, il ne la voyait qu'en cachette. Parce que Laetitia ne voulait pas la voir. Bizarrement. La raison exacte, je ne sais pas. Je sais toujours qu'il la voyait en cachette et qu'il ne fallait pas que Laetitia le sache. Voilà. En revanche, il est allé avec Laetitia, il a été présent, et ça a été vraiment un moment émouvant, lorsque Joy, la première fille, a été adoptée. Il était à l'orphelinat, Johnny. Oui. Voilà, la première, c'était Jade. Jade, oui. La deuxième, Joy. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en plus, Jade, c'était, oui, un orphelinat, si on peut appeler ça réellement un orphelinat. Hein, c'était une maison où il y avait des enfants dedans et avec des accompagnants. Voilà. Mais c'était vraiment super émouvant. Ouais. Et à la fin de sa vie, il avait une obsession de Johnny. Il voulait que Joy et Jade et Jai ne manquent de rien. Oui, ça, il me l'a dit plusieurs fois. Voilà. Il voulait les mettre à l'abri financièrement. C'est que, voilà. Qu'ils n'aient pas de problème dans leur vie. Voilà. C'est vraiment un rôle de papa adoptif gâteau. Alors, oui, carrément, bien sûr. Oui. Mais je ne dirais pas adoptif, je dirais papa, tout simplement. Exactement. Alors, on va évoquer d'autres choses dans ce livre à travers sa date de sortie, qui est aujourd'hui, le 15 juin 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Roussel, 15 juin 2023, sortie de ce livre, le jour des 80 ans de Johnny. Il aurait eu 4 fois 20 ans aujourd'hui. Tout le monde l'appelait Johnny chez Mareuil Éditions, sauf que vous n'appelez pas Johnny, mais Patron. Oui.
c'est venu naturellement, comme ça. Donc, dans tous les cas, quand on commence avec quelqu'un, on ne va pas l'appeler par son prénom tout de suite. Ça, j'ai jamais vu ça. L'appeler Johnny Hallyday, je ne sais pas, c'est m'est pas venu. Et Monsieur Hallyday, ça faisait trop consensuel. Patron, c'est venu patron, naturellement. Et lui, ça lui a convenu, puisqu'il m'a jamais rien dit. Voilà. Alors, il se trouve que pendant des années, on vous a sollicité pour faire des livres, et là, vous avez pris la décision de l'écrire parce qu'il y a trop de bêtises qui ont été écrites par des gens qui, soi-disant, étaient des proches de Johnny. Il y a déjà, oui, alors, j'ai entendu après sa mort beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de gens parler, raconter des histoires, parfois vraies, parfois fausses, parfois... pour se faire valoir, j'ai dit, mais non, je vais justement reparler. Et j'ai bien entendu parler des gens que j'ai jamais vus, ou très peu. Je les ai peut-être vus 3 fois. Et en fait, ils étaient des amis de toujours. Oui, bien sûr. Donc, du coup, j'ai dit, non, moi, je vais raconter ce que j'ai vécu. Rien de plus, rien de moins, juste la vérité. Ce que j'ai vu, entendu et constaté. Voilà. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de livres sur Johnny, et effectivement, je crois que le vôtre, avec un autre qu'il avait fait lui-même, est le plus proche de la vérité. Au moins la mienne. Exactement. Alors, il se trouve aussi que les amis, des faux amis, il y en avait beaucoup, des vrais amis, vous dites qu'il y en a eu 3 dans sa vie. Toujours pareil, de la période que j'ai vécue. Oui. Voilà. Oui, moi, effectivement... J'ai pu constater une vraie amitié avec Eddie Mitchell, voilà, très très proche. Jean Reno, très proche. Voilà, je pense que vraiment c'était quelqu'un qu'il aimait profondément. Claude Bouillon, qui est décédé récemment, voilà, qui était son ami avec lequel il avait créé le rue Balzac, enfin le restaurant le rue Balzac. Et voilà, c'était des gens qui étaient là, qui ne demandaient rien. Et... Mais à tel point que le Balzac, qui a été un restaurant mythique pour Johnny et pour ceux qui l'aimaient, en fait, c'est un restaurant qui a gagné de l'argent, c'est très rare chez les stars, et ça s'est très bien passé, c'était juste son quartier général. Oui, ah oui. C'est là qu'il faisait ses rendez-vous, ses déjeuners professionnels. C'est là qu'il faisait des fêtes pour remercier un fin de tournage de clip publicitaire, ou au retour du Dakar, il a organisé une fête pour toute l'équipe du team de soude. Voilà, c'était son truc. Voilà. Le Dakar, moi, à l'époque, je suis toujours au Figaro, et on m'avait dit, mais Johnny est très mal sur le Dakar parce que Laetitia s'en va. Et en lisant votre livre, j'ai compris qu'il y avait quand même eu de l'eau dans le gaz. Il y avait eu un petit souci, ouais. Voilà. Il avait une aventure, quoi. Et ouais, il semblerait que oui, voilà. Et surtout, c'est que Laetitia l'a appris. Voilà. Donc, pendant le Dakar, alors qu'il devait conduire, être copilote de René Medj, il a passé son temps à envoyer des SMS. Non, il a conduit. Oui. Il a conduit tout le temps, mais dès qu'il pouvait, voilà, il essayait de récupérer un peu l'affaire. Ça a été un peu compliqué, et là, M. Camus a joué une part importante, je crois, pour recoller tous ces petits morceaux. Et puis, ça s'est très bien arrangé par la suite, et puis voilà. Moi, j'ai toujours été persuadé que Johnny ne pouvait pas vivre seul. Il fallait une femme, et Laetitia a été celle qui l'a conduit jusqu'au bout. Oui, ouais. Parce qu'elle y a apporté, je pense, ce qui... Lui, tout il voulait s'occuper de... Lui, il voulait chanter, faire son métier, et après s'occuper de rien et pas avoir d'histoire. Mais surtout, il était très modeste sur sa carrière, alors qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Ouais. Ah oui, il était très humble. C'est-à-dire Je sais pas, jamais je l'ai entendu dire je suis le meilleur chanteur. Non. Mais non, ça, je pense que c'était pas possible. Bon, non, jamais il aurait dit ça. Non. Il avait une seule fierté, c'était l'immobilier, Johnny. Oui, il aimait bien acheter des maisons et dire qu'il faisait toujours de bonnes opérations. Est-ce qu'il en a toujours fait des bonnes? Je ne sais pas, mais il aimait bien le dire, voilà. Voilà. Et ça l'amusait beaucoup. Oui, mais même à tel point que des fois, on passait dans des villages un peu, sur les tournées où c'était pas formidable. Il voyait un panneau à vendre, il dit, on pourrait acheter là, on serait bien si on s'installait ici.
c'était son truc. Mais c'était un point commun avec Charles Trenet, qui lui passait partout et disait je vais acheter, et puis il n'achetait pas. Et d'ailleurs, Johnny a commencé à faire du sport. Un jour, il est allé voir Charles Trenet à Aix-en-Provence, qui faisait des haltères, et c'est Charles Trenet qui a initié Johnny aux haltères dans les années 60. Ah ouais. Et il a gardé ça pendant très 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 longtemps. Voilà. Alors, il y a eu aussi quand même l'amnésia. Là, ça n'a pas été terrible, en revanche. La discothèque de Montparnasse, où il venait de temps en temps et qui a fini assez mal. Alors, oui, effectivement, on finit tard dans une discothèque, on boit quelquefois un petit peu plus, et donc effectivement, il y a eu des soirées un petit peu plus compliquées. Voilà, mais c'était pas pour l'amnésia, c'était pas trop ça mon souci. En fait, c'était surtout, et c'était principalement les dimanches en fin d'après-midi quand on y allait, où ça s'appelait les Tea Dance Gay, et là où en fait il y avait pas de carré VIP. C'était tout le monde fait la fête partout. Et là, je me retrouvais avec quand même cette boîte de nuit était remplie, elle marchait quand même bien. Et là, c'était compliqué, voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, il m'est arrivé que mes nerfs montent un peu. Voilà. J'imagine parce qu'il fallait sortir Johnny de tout ça. Et surtout éviter que tout le monde essaye de l'approcher, lui balancer des paillettes ou enfin bon, X trucs. Il y avait une chose très forte chez Johnny, je l'ai toujours constaté, et je ne suis pas le seul, c'est son instinct. Il ne s'est trompé qu'une fois quand il a pensé que cette chanson serait un échec. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Et c'est vrai que cette chanson a été un énorme succès à sa grande surprise. Oui, très clairement. Oui, je crois qu'au début, il n'y croyait pas. Je pense même qu'il n'était vraiment pas partant pour la faire, ou pas la mettre en avant, au moins. Elle a été mise en avant par la maison de disques et ça a été juste incroyable. Incroyable. Je me rappelle, j'ai un souvenir, un jour, on sort de la Plaine Saint-Denis de studio et on voit deux petits adolescents là, qui passent devant la voiture, donc on voyait par le pare-brise, ils reconnaissent et ils se mettent à chanter le refrain. J'ai dit, mais c'est incroyable, enfin. Non, ça a été gigantesque, mais effectivement, au début, ça a été un peu tendu. Voilà, je crois que c'est Gérald de Palmas qui avait amené cette chanson et qui a fait un très beau cadeau à Johnny. Pour votre cadeau, je crois qu'il refusait les cadeaux et vous en avez été le témoin, notamment avec des montres, Patrick Roussel. Oui. Alors, oui, il y a une montre, en fait, qu'on lui a offerte, et c'était une montre, pourtant, d'un grand horloger, un grand horloger suisse qui avait une très belle valeur. La personne qui lui a offert en loge à Genève, il n'était pas sorti de la loge, la porte était en train de se claquer derrière ce monsieur. Il me l'avait déjà offerte, il m'a dit tenez Patrick, moi ton voyage je ne la mettrai pas. Et il m'a donné une montre de très bonne valeur. Ouais. Et il y en a eu une autre d'ailleurs qui a fini sur son bureau. Oui, alors celle-là, par contre, c'est effectivement, on avait fait faire, un grand horloger suisse également, avait fait faire une montre, et là, j'avais travaillé en collaboration avec Laetitia pour avoir des idées, parce qu'elle était vraiment personnalisée à fond, la montre. Donc c'était là, on était sur des très gros montants en termes d'horlogerie, et la montre, je pense qu'il ne l'a jamais portée. C'est fou, ça. Voilà. Elle était parce que rien que déjà le support de la montre automatique pour que la montre ne s'arrête jamais, déjà rien que ça, c'était déjà un objet, enfin je dirais. Et la dernière fois que j'ai vu la montre dans le bureau, elle était sur le bureau, sur la table basse, dans ce coffret-là. Et dans ce livre, Patrick Roussel, vous racontez aussi que Laetitia, après justement son coma artificiel, a vraiment repris la direction des opérations. Alors, j'ai constaté que ça s'était fait progressivement, effectivement, et après, il y a eu effectivement un petit peu plus d'emprise. Voilà. Emprise, je ne sais pas si c'est bien le mot, non, je ne dirais pas, mais elle a pris un peu plus de décisions qu'elle ne prenait avant. Voilà. Mais pas toujours les bonnes décisions. Je crois qu'il y a un disque qui n'a pas marché parce que la maison de disques ne voulait pas le sortir et elle a insisté. L'idée du réalisateur de cet album est venue d'elle, effectivement. La maison de disques était opposée. Le disque s'est fait quand même. Ça n'a pas été un grand succès commercial, certes, mais je pense qu'à ce moment-là, dans tous les cas, le plus important était que lui rechante. Il ait à nouveau confiance en sa voix et en ses possibilités de chanteur.
Oui, parce que finalement, après cet accident, ce coma artificiel, Johnny a hésité à remonter sur scène. Il avait peur, en fait. Il avait peur de pas avoir ses capacités vocales ou quoi que ce soit. Et la première fois après où il a réellement chanté, ça je ne le mets pas dans le livre, mais il avait été organisé à notre retour de Los Angeles après, un mini showcase sur une péniche, voilà, pour une centaine d'invités. Voilà, et là, il avait rechanté en live pour la première fois, là, en fait. Devant des gens, et voilà, avec un petit orchestre et tout ça. Sa voix était demeurée intacte, il avait retrouvé. Car il ne répétait pas, il ne prenait pas de cours de chant, Johnny. Ah, moi, je l'ai jamais vu. Voilà. Non. Il faisait de temps en temps quelques vocalises, 3 vocalises, et puis 3 gitanes, et puis c'était réglé. C'était les gitanes qui étaient la meilleure chose pour faire un tabac ensuite sur scène. Oui, c'est ça, un tabac, c'est le cas de le dire. Alors, il y a aussi une chose très importante, puisque vous remettez les pendules à l'heure, on l'a accusé de viol, il y a eu un procès. Alors c'est dans ces cas-là, l'information est toujours importante quand il y a l'accusation, mais quand c'est l'autre qui est condamné, celle qui l'avait accusée, ça on n'en parle pas. Et là, vous remettez les pendules à l'heure aussi. Oui, honnêtement, je l'ai côtoyé donc pendant de nombreuses années. Jamais il aurait pu faire ça. Mais à quel moment? C'est inconcevable. Inconcevable. Et oui, ça a été... comme c'est du domaine judiciaire, je préfère quand même ne pas trop m'égarer là-dessus quand même, parce que... Mais non, moi, le connaissant, c'était inconcevable qu'il fasse quelque chose comme ça. Ouais, vous avez dit, il ne savait pas draguer Johnny. Oui. Non, mais parce que... Non, c'est vrai. Mais dans tous les cas, je ne l'ai jamais vu vraiment faire, parce que de toute manière, moi, toute la période où je l'ai connu, il était quand même marié, oui. Déjà. Puis il était timide, donc un timide ne sait pas faire ça. Il pouvait être charmeur. Voilà. Et puis dans tous les cas, même s'il avait voulu changer de femme, il n'aurait pas eu de soucis. Et toute sa jeunesse, je pense qu'il n'a jamais eu besoin. Il avait des groupies sans arrêt. Donc non, un timide ne sait pas faire ça. Avec le recul, Patrick Roussel, quand vous évoquez ces 16 années, quand vous pensez à ces 16 années avec Johnny, qu'est-ce que vous ressentez? Une fierté. C'est un personnage unique. Pardon? C'est un personnage unique, un homme unique. Ah oui. Oui. Unique, avec une santé unique, une faculté de récupération hors norme, une voix également. Et un talent hors norme. Voilà. Alors aujourd'hui, il aurait eu 80 ans. Est-ce que dans 80 ans, on parlera encore de Johnny? Pourquoi pas? Ce serait normal, non? Parce que c'est un exemple unique dans l'histoire de la chanson. Mais en France, à moins qu'il y ait un nouveau qui prenne la place, et pour l'instant, il est le seul. Il est le seul, et je pense qu'il restera le seul. En tout cas, merci d'avoir écrit ce livre qui s'intitule « Tout le monde l'appelait Johnny » chez Mareuil Éditions, parce qu'on apprend vraiment des vérités sur le Johnny qu'on aime et que nous sommes quelques-uns à avoir eu le privilège de connaître. Merci Patrick Roussel de l'avoir écrit. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.